Et donc ça vient directement des services qui vont ensuite pouvoir passer la main au judiciaire corrompu pour que le judiciaire corrompu emprisonne, censure et bloque de façon illégale les citoyens du monde entier. Donc il faut se révolter, lutter, 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 comme le dit Donald Trump, fight, fight, fight. On est maintenant dans le moment de lutte et on va gagner. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Je reçois aujourd'hui Antoine Bachelin-Sénat pour cette rentrée de septembre. Bonjour Antoine. Bonjour Kate, comment ça va? Tudo bem? Tudo bem. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle rapidement que vous êtes entrepreneur, investisseur, écrivain. Vous avez également un blog et une chaîne YouTube. Vous vivez au Brésil depuis 2011. Vous avez notamment écrit 2 livres intitulés Bolsonaro, mythe et mensonge et cours de philosophie par Olavo de Carvalho. On a déjà échangé il y a quelques mois ensemble alors qu'Emmanuel Macron entamait une visite au Brésil. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe dans le pays suite à cette suspension, surtout du réseau social X par le juge Alexandre de Moraes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on rappelle tout d'abord qui est Alexandre de Moraes et surtout revenir sur les conditions de sa nomination au poste de juge de la Cour suprême en mars 2017 pour ensuite devenir le président de cette même Cour depuis le 16 août 2022. Très bien, Kate. Alors, Elon Musk lui-même, dans un tweet, dit qu'Alexandre, donc c'est Alexandre de Moraes qui dirige le tribunal supérieur électoral, Elon Musk lui-même dit que cet Alexandre tient en laisse Lula. Donc un tweet très important, un tweet très fort, et on va expliquer justement, on va détailler un petit peu rapidement quelques points. Le prédécesseur d'Alexandre, qui s'appelle Théorie Zavascki, il a péri dans un mystérieux accident d'avion après avoir autorisé une enquête sur des dizaines de politiciens pour corruption en 2017 dans une affaire internationalement connue qui s'appelle Car Wash. Zavascki, donc le prédécesseur d'Alexandre, lui devait se prononcer sur l'éligibilité des témoignages de 77 dirigeants d'Odebrecht, donc c'est une grosse société immobilière qui a baigné dans la corruption, et il devait y avoir une négociation de plaidoyer avec bon nombre de personnalités les plus puissantes du Brésil, mais aussi des voisins latino-américains. Ça, c'est le Guardian qui explique cela. Donc, le Guardian n'est pas connoté comme complotiste. Et selon le Guardian et d'autres rapports aussi, les enregistrements de vol suggèrent qu'il n'y a eu aucun dysfonctionnement de l'équipement, les communications avec le pilote n'indiquent aucune difficulté. Et Alexandre de Moraes, lui, a été nommé remplaçant de Zavascki par le président Temer, qui a remplacé Dilma Rousseff après son impeachment. Et il a été nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique du gouvernement de Temer. Et avant, un point très important, aussi très suspect en plus de cet accident d'avion, avant sa nomination en 2016, Alexandre de Moraes était à la disposition du président Temer qui avait fait l'objet d'un hacker. Écoutez bien, un hacker essayait de faire chanter le président Temer avec des photos, des vidéos compromettantes sur le téléphone volé de l'épouse du président Temer. Donc de Moraes, Alexandre de Moraes est entré en action à la demande du président Temer et il a immédiatement réussi à arrêter le hacker. Et donc Michel Temer, en fait, lui doit énormément. Michel Temer a une dette envers Alexandre de Moraes. Et Alexandre de Moraes, auparavant aussi, avait des liens. Il a été nommé par aussi la ministre il a été nommé aussi dans le gouvernement de Dilma où il faisait différents rapports et depuis toujours il collabore avec le parti de Lula. Et donc, c'est un point très important sur lequel il faut attirer l'attention. Un autre point aussi, ça a été démontré par le député Silveira, Daniel Silveira, qui a été emprisonné par Alexandre de Moraes. Ce député de Rio de Janeiro a montré que Alexandre de Moraes a travaillé comme avocat avec les narcotrafiquants du Primeiro Comando da Capital. Et ça aussi, c'est un autre point très important pour l'historique et les liens de Alexandre de Moraes avec les narcotrafiquants qui financent aussi le parti de Lula. Voilà.
Alors, ce qu'on peut aussi peut-être ajouter, c'est que Alexandre de Moraes a été aussi ministre de la Justice un temps, et que le président Temer aurait été impliqué, alors je dis bien au conditionnel, hein, et vous allez peut-être nous en dire plus, aurait été impliqué dans cette histoire de lavajato, c'est ça, de Carwash, dans cette grande enquête qui avait été menée par le juge. Alors c'était un juge anti-corruption qui était bien connu au Brésil, Théorie Zavascki. Oui, Théorie Zavascki, c'est le prédécesseur, comme j'ai expliqué, d'Alexandre de Moraes. Hein, et Alexandre de Moraes a été nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique du gouvernement de Temer. Donc, il baigne, le parti de Lula, de toute façon, vous devez savoir qu'il baigne dans la corruption depuis des décennies. Ils ont donné les millions, des milliards, hein, des centaines de milliards qui étaient destinés aux banques nationales du développement économique et social brésilien. Ils l'ont donné à différents pays, hein, au Mozambique, au Venezuela, par exemple, pour financer le métro de Caracas. Donc, ils ont envoyé l'argent des citoyens brésiliens à l'étranger avec des rétrocommissions et pour des centaines de milliards. Hein, et donc, le parti, de toute façon, de Lula baigne dans la corruption depuis des décennies. Donc voilà un petit peu pour présenter de façon large le contexte. Et ce ministre, Alexandre de Moraes, c'est celui qui était à la tête du tribunal supérieur électoral lors des dernières élections brésiliennes. Donc on va expliquer vraiment l'enjeu ensuite après, sûrement dans vos prochaines questions. Qu'est-ce que cette polémique, cette dispute actuellement d'Elon Musk avec Alexandre de Moraes nous dit en termes d'ingérence électorale, parce que Twitter a été acheté entre le premier et le deuxième tour des élections brésiliennes durant les campagnes électorales brésiliennes. Donc c'est quelque chose de clé et on a toutes les informations qu'on va détailler ici. Voilà, parce que c'est un vrai cas d'ingérence électorale répétée et délibérée. Alors justement, vous parlez d'ingérence, ingérence étrangère ou ingérence, alors moi bien sûr j'ai ma petite idée, mais qui fait de l'ingérence au niveau de la politique brésilienne, politique intérieure brésilienne? Alors très bien, Mike Baines, hein, qui est le directeur de la Freedom Foundation pour Internet, donc une fondation pour la liberté sur Internet, et qui lui est un ancien de l'US State Department, donc du State Department américain. Hein, donc le State Department, il explique lui-même que c'est, si vous voulez, les chefs de la CIA en fait. Hein, ce sont eux qui sont au-dessus de la CIA, l'US State Department. Et il explique en fait qu'après 2016, ce sont trois organes, si vous voulez, qui vont créer une énorme structure qu'il appelle, lui, une structure industrielle de censure. Et donc, après 2016, on a le State Department américain, on a l'establishment en politique étrangère, on a les ONG et organismes comme l'USAID, la NED, l'Atlantic Council, le Wilson Center, le Carnegie Endowment, etc., qui sont financés par le gouvernement américain et qui ont redéfini le mot démocratie, en fait. Le mot démocratie ne signifiait plus à l'époque un consensus d'individus, mais il signifiait un consensus d'institutions. Et donc, du coup, ils ont utilisé cette modification et cette création d'une structure industrielle de censure pour pouvoir intervenir sur des gouvernements étrangers. Donc, il explique. Alors, ouais. Et on va y revenir hein, élaborer. sur Mike Pence parce que ces derniers jours, il a effectivement fait beaucoup de sorties, que ce soit il a accordé un très bon entretien à Tucker Carlson et il est très actif sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça signifie que le département d'État américain contrôlerait une bonne partie des médias brésiliens, la communication aussi, les services de communication, voire peut-être les résultats des élections? Tout à fait. Alors, Mike Bain justement explique que simplement l'agence USAID, elle a 50 milliards de dollars par an qui visent à détourner les revues publicitaires des plateformes du secteur privé qui ne s'alignent pas avec les préférences de censure du State Department américain. Donc, il explique, on a aussi un historique d'Obama avec tout au niveau historique qui est vraiment bien expliqué par Mike Baines, hein, avec l'implication aux États-Unis et le tribunal supérieur électoral qui reçoit des documents
un organisme aussi qui s'appelle Comprov, qui sont des programmes de fact-checkers qui sont financés eux-mêmes par l'ambassade des États-Unis, qui a été lancée en 2018. On a First Draw News, une organisation qui a des liens avec le Conseil Atlantique, l'Intégrité Initiative, qui est connue pour ses opérations d'ingénierie sociale et de changement de gouvernement à l'étranger. On a différents projets qui ont été financés avec des communautés de rédaction et des conférences permettant à des collectifs journalistiques et des organisations médiatiques de participer à des traquages, des suivis de certaines célébrités, de certains influenceurs pro-Bolsonaro. Donc on a un organisme... Alors justement, est-ce qu'on peut s'arrêter Justement, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ce projet? Alors, ça s'appelle le projet collaboratif Comprova, qui a été mis en place en fait pendant la campagne électorale de 2018. Et en fait, ce projet qui réunit une cinquantaine de journalistes brésiliens, visait à collecter et à démentir les fausses informations qui circulaient sur WhatsApp. Parce que visiblement, tout a été orchestré par les équipes en fait électorales brésiliennes sur WhatsApp en communiquant donc ce qu'ils appelaient des fausses informations. Et il y a notamment une femme dont j'aimerais parler, Claire Wardle, qui est directrice de First Draft News, qui elle elle lutte contre ce qu'elle appelle la mésinformation, la malinformation et la désinformation. Alors sur ce point, et justement, toutes ces structures en fait sont liées. Justement intéressant là-dessus, on a même Elon Musk justement qui pousse tout le monde à la réflexion. Même certains gauchistes se posent des questions et se disent que trop c'est trop. Il a fait un mème qui est célèbre où il est dans une salle d'asile psychiatrique avec donc Alexandre de Moraes, qui est ce directeur du tribunal supérieur électoral brésilien. Ils sont dans la salle de l'asile psychiatrique ensemble et il lui dit: cette chose appelée désinformation est-elle en ce moment dans la salle avec nous? Donc, il montre bien au public que ils sont toujours dans la rhétorique, ces médias globalistes, avec les ONG, avec le State Department américain, avec aussi Soros, qui simplement en 2023 a donné plus de 150 millions à des ONG brésiliennes qu'on pourrait détailler. Et donc, si vous voulez, ils ont un réseau de censeurs, un réseau de fact-checkers, un réseau de journalistes qui collaborent, et tout ça vient du State Department américain comme développé par Mike Pence. En fait, l'enjeu, si vous voulez, actuellement face à la censure de Twitter, c'est que la liberté d'expression au Brésil, la vérité, est dans une guerre de procuration. On est actuellement dans une guerre de procuration entre le State Department américain et les partisans de Bolsonaro. Et cela a commencé entre le premier et le deuxième tour des élections américaines, et Elon Musk a tous les dossiers. Lorsqu'il a repris Twitter, il a viré toute l'équipe de Twitter Brésil, il les a virés, et justement, il a accès à toutes les demandes de censure. Moi, j'avais expliqué dans Géopolitique Profonde que le Congrès américain a fait un document de 500 pages qui s'intitule l'ingérence du gouvernement de Biden et le cas de la censure au Brésil, un document de 500 pages du Congrès américain qui relate les demandes illégales d'Alexandre de Moraes. Et je vais expliquer justement que ce sont des demandes illégales parce qu'elles ne respectent pas la Constitution. Il a justement demandé en mettant des amendes vraiment extrêmement élevées, en demandant à Twitter de retirer en moins de 2 heures des hashtags qu'ils n'approuvaient pas. Ils ont demandé l'accès aux données internes de Twitter, ce qui sont des violations des politiques de Twitter. Ils ont censuré également des membres du Congrès brésilien qui normalement ont l'immunité parlementaire, hein, et donc ils ont instrumentalisé les politiques de modération de contenu de Twitter contre les partisans de Bolsonaro. Et ça, les Twitter Files Brésil
recherchez sur le hashtag Twitter Files Brazil. Vous avez aussi un site qui est twitterfilesbrasil.com qui relaie toutes les demandes illégales qui ont été faites par Alexandre de Moraes, qui sont criminelles. Et justement, Elon Musk dénonce le fait que Twitter ne va pas obéir à des demandes illégales brésiliennes. Il ne va pas obéir à des demandes qui ne respectent pas la constitution brésilienne. Et il dénonce le fait que YouTube, Facebook, Google, Instagram ont eux obéi aux ordres illégaux d'Alexandre de Moraes. Et justement, il les met devant les feux du projecteur et dit que il les expose en disant que ces entreprises-là, eux, ont participé à la censure et ont obéi aux ordres illégaux d'Alexandre de Moraes. Mais alors, pour revenir en 2018, puisque c'est à ce moment-là que se met en place en fait cette espèce de censure et de contrôle de l'information au Brésil, comment se fait-il que finalement Bolsonaro est élu aux élections brésiliennes? Et aussi, autre point que j'aimerais soulever, puisque vous êtes en train de nous dire, mais vous n'êtes pas le seul, puisque c'est aussi ce que pense Mike Pence, et il ne cesse de le répéter, que le département d'État américain est derrière, justement, chapeaute, orchestre toute cette censure. Mais à l'époque, le président américain était Donald Trump. Alors on peut s'interroger aussi. Donald Trump, justement, Donald Trump, dans une interview récente, justement, a dit que et justement son équipe de transition n'a pas fait le poids lors de la première élection et que lui manquait d'expérience et que maintenant, c'est pour ça qu'il a nommé Tulsi et RFK Junior pour son équipe de transition, où justement ils ont déjà repéré et ils savent désormais qui sont les fonctionnaires pourris de l'État profond et qu'il faut éloigner, qu'il ne faut pas écouter autant en termes de politique étrangère que de politique intérieure américaine. Alors le Congrès américain, en fait, il pointe faiblement du doigt le Brésil. Ils sont vraiment très timides, alors qu'ils ont une vraie juridiction sur les agences gouvernementales américaines. Mike Pence explique que retirer leur financement est quelque chose de très facile à faire, que c'est très simple, mais qu'ils ne font pas justement parce que le State Department américain est à l'origine de cela. Et lorsque Mike Pence demande au Congrès américain de prendre des mesures, c'est en fait une opération de communication pour que le public demande une réforme des services américains, que ce soit le State Department, que ce soit tous les financements aux ONG qui font de l'ingérence dans les politiques extérieures. Voilà, c'est l'intérêt de cette opération de communication actuelle. Voilà. Alors aujourd'hui, le juge Moraes affirme vouloir lutter contre, je cite, l'existence de milices numériques, ce qui était déjà le cas en 2018, puisque je vais vous citer les propos de Claire Wardle, directrice donc de chez First Draft. Elle disait, donc ça c'est Le Monde, c'est un article du Monde qui date du 25 octobre 2018. Elle disait, je cite, les équipes de campagne ont été très fortes, donc les équipes de Bolsonaro ont été très fortes pour créer de nombreux groupes de 256 utilisateurs qui diffusent des contenus identiques via WhatsApp. Alors c'est toujours l'inversion accusatoire. On vient de montrer justement que le State Department américain, avec des centaines et des centaines de milliards, finance des ONG pour justement être en faveur de Lula et pour censurer, faire pression au niveau judiciaire, faire pression pour censurer au niveau aussi financier sur les réseaux sociaux, pour que les réseaux sociaux retirent sous peine d'amende les pro-Bolsonaro. Et donc c'est vraiment, comme je vous le disais au début, une guerre de procuration entre les services secrets américains qui financent les ONG qui font de l'ingérence, et Lula de toute façon est fragile. On l'a toujours vu dans les manifestations, il ne sort pas, il n'a pas de public derrière lui. Bolsonaro récemment fait toujours des rallyes un petit peu comme Trump où il y a
a des centaines de milliers de soutiens. Et les arrestations, la censure, c'est fait du côté de Lula. Bolsonaro a toujours dit qu'il ne censurerait jamais. Il n'a pas censuré, alors que les médias globalistes l'attaquaient, les médias globalistes corrompus diffusaient des calomnies sur Bolsonaro, des mensonges sur l'Amazonie. Est-ce qu'on les entend aujourd'hui alors que on a des augmentations de 400% d'incendies? On ne les entend pas, les célébrités corrompues, alors que les subventions sous Lula pour les célébrités ont été multipliées par 4. Donc on sait d'où vient leur silence. On sait bien que c'est le parti de Lula qui est pour la censure, qui est communiste, qui a des liens avec les narcos, comme j'avais expliqué dans des dernières vidéos. Et on a vu sur ce qu'ils veulent cacher, en fait, ce qui se cache derrière cette censure de Twitter, c'est que le State Department américain a demandé des faveurs et a utilisé des relations personnelles pour construire aussi des machines à voter pour les fonctionnaires brésiliens pro-Lula. Moi, j'avais fait une émission avec Radio-Québec en expliquant toute la fraude électorale, que ce soit au niveau des algorithmes, que ce soit au niveau du propre tribunal supérieur électoral qui est dirigé par un ministre nommé par le parti de Lula, qui est le fameux Alexandre de Moraes. On a énormément de preuves qui ont été démontrées, et on a même des médias globalistes comme Reuters qui explique déjà le 5 mai 2022 que le chef de la CIA a dit au gouvernement Bolsonaro de ne pas se mêler de ce qu'il se passe dans les élections brésiliennes. On a le Financial Times aussi qui dit qu'il y a eu la CIA, le State Department, le Pentagone et la Maison Blanche qui ont fait une pression extraordinaire, nous dit Michael McKinley. On a aussi Reuters qui nous dit que la CIA a discuté avec des officiels brésiliens, et comme quoi il fallait faire une pression sur Jair Bolsonaro pour qu'il arrête de dénoncer les fraudes électorales. Donc on a une pression qui a été prouvée, même les médias globalistes comme Bloomberg, Reuters sont obligés de relater cela, sont obligés, c'est vraiment une opération de communication qui oblige les médias face à cette avalanche qui est apparue sur Twitter, bien heureusement, parce que durant le Covid, on n'avait pas, nous les patriotes, Twitter qui permettait de résister. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a cette plateforme qui ne s'arrêtera pas. Et justement, les Brésiliens, eux, face à la censure d'Alexandre, qui met même des amendes de 50 000 réals par jour pour ceux qui utilisent des VPN, ça ne stoppe pas les Brésiliens. De toute façon, il n'a pas... Alors justement, avant d'en arriver à cette amende, déjà, Alexandre de Moraes a menacé Elon Musk à mi-août en imposant en fait une amende quotidienne de plus de 30 000 € pour ne pas avoir suspendu déjà dans un premier temps les profils qu'il jugeait suspects. Oui. Donc ça a été la première menace en fait. On a l'impression qu'il a agi par étapes. Il a toujours été très abusif. En fait, ce qu'on doit savoir et ce qui est important pour tous les patriotes du monde, c'est que les gens doivent savoir pourquoi leur compte est bloqué, pourquoi ils font l'objet d'une enquête et bénéficier d'une procédure régulière pour se défendre devant un tribunal public. Or, ce n'est pas le cas, et c'est justement ce qui est dénoncé. L'interdiction de compte, la censure qui est faite sans procédure régulière viole les articles 8, 9, 17, 27 et 36 des droits fondamentaux de la Constitution brésilienne. Donc tout ça a été dénoncé par de nombreux juristes qui dénoncent aussi l'illégalité d'Alexandre de Moraes de bloquer Twitter. Il bloque même les avoirs financiers de Starlink, et des proches même d'Alexandre de Moraes disent que trop c'est trop. Les médias globalistes commencent à dire que trop c'est trop. Donc on arrive à un point de non-retour face à ces exagérations, cette folie d'Alexandre de Moraes qui ne date pas d'hier, qui est d'avant l'élection de Lula. Alors, alors vous avez cité quelques articles de la Constitution brésilienne. Est-ce que réellement, par exemple, dans ce cas-là où depuis la mi-août, Moraes menace Elon Musk d'une amende quotidienne, est-ce que véritablement Elon Musk risque des poursuites
comme il a été cité dans la presse française, je cite, pour obstruction à la justice, organisation criminelle et incitation au crime. Est-ce que Alors Elon Musk risque... c'est justement toujours l'inversion accusatoire. C'est ce que disait aussi Eduardo Bolsonaro. La plus dure des dictatures, c'est la dictature du judiciaire, parce qu'on n'a pas à qui recourir. On n'a pas d'institution supérieure vers qui se tourner. Et justement, ce judiciaire du tribunal supérieur électoral est à la fois l'accusateur, à la fois la victime, à la fois le juge, et il viole la constitution brésilienne. C'est justement cet Alexandre de Moraes qui est illégal, et ce qui a été dénoncé par de nombreux juristes, justement. Et donc, Elon Musk, lui, est dans ses droits, justement, et les Brésiliens, normalement, ont aussi le droit d'utiliser Twitter. C'est Alexandre de Moraes qui doit être dénoncé et qui, lui, est un criminel. Alors, depuis samedi 31 août, la plateforme X est fermée au Brésil. Oui ou non, Antoine? Non, Est-ce que vous nous... on utilise les VPN. C'est fermé, en fait. Si vous rentrez, vous n'arrivez pas à recharger la page. Vous mettez twitter.com, vous n'arrivez pas à recharger la page. Par contre, si vous mettez un VPN, ce que font des milliers de Brésiliens, hein, et justement, Snowden lui-même avait expliqué que c'est pas possible d'arrêter ça. Hein. Il a fait une comparaison intéressante pour montrer que la censure en ligne au Brésil est inefficace. En fait, les utilisateurs se tournent vers des VPN de façon très pratique, de façon gratuite aussi, et fait une comparaison avec le roi Canute pour montrer l'inefficacité des tentatives de censure face à la technologie et surtout face à la volonté des gens. Lutter, fight. On est dans cette phase de résistance où on passe à la contre-offensive, et les utilisateurs de Twitter restent sur la plateforme et reviennent en masse pour contrer les tendances autoritaires. Et l'utilisation de VPN est une solution vraiment sécuritaire. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment safe. Y a pas de, c'est impossible de toute façon. Mais pourtant, on vous menace. Pourtant, le juge Moraes a menacé tout utilisateur brésilien d'un VPN pour se connecter à Twitter. Il a menacé d'une amende de 50 000 reais. Le peuple brésilien a dit ça suffit. Déjà depuis des années, il demande l'impeachment, il y a plus d'1 million, je crois, de signatures pour demander l'impeachment d'Alexandre de Moraes. Le 7 septembre, qui est le jour de l'indépendance du Brésil, il va y avoir une énorme manifestation à Sao Paulo pour demander l'impeachment d'Alexandre de Moraes. Le peuple dénonce le criminel Alexandre de Moraes. Un ordre illégal ne s'applique pas. Vous pouvez faire venir n'importe quel juge qui vous dit vous ne devez pas faire ça, sinon je vous mets en amende. Si ce juge vous demande quelque chose d'illégal, vous ne lui obéissez pas. Et le peuple brésilien n'obéit pas à ce tyran et va renverser ce tyran le 7 septembre, va le renverser. Alors pourtant, ce tyran, comme vous l'appelez, est certainement soutenu. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Mike Pence dans un tweet de ce matin, donc du lundi 2 septembre. Il répond à un utilisateur de Twitter et je le cite. Il dit « Et avant de me dire qu'Alexandre agit seul comme un tyran, il est un tyran, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il bénéficie de soutien politique des institutions là-bas, dans l'écosystème tentaculaire de la censure au Brésil, tragiquement financé depuis 6 ans par le département d'État américain. » Bien sûr, on pourrait aussi détailler tous les crimes qu'a fait Alexandre de Moraes. Hein. Il y a un pro-Bolsonaro qui est mort, qui est décédé en prison. Vous avez des emprisonnements aussi arbitraires en Angleterre que vous devez suivre. Au niveau global, on est vraiment dans une censure extrême, et ça vient justement du State Department américain avec les ONG qui sont dans le monde entier, qui font pression au niveau judiciaire et pression au niveau financier aussi. Donc, on pourrait montrer tous les crimes qui ont été faits par Alexandre de Moraes, toutes les arrestations illégales qui n'auraient pas dû être suivies par des policiers, mais
là, des milices qui ont obéi aveuglement aux ordres illégaux d'Alexandre de Moraes, justement, le fait de ne pas pouvoir accéder à Twitter, etc., le peuple résiste et n'obéit pas à Alexandre de Moraes. Il ne faut pas lui obéir depuis le début. Il y avait une juge aussi qui s'appelle Ludmila Greens, qui est partie maintenant aux États-Unis, Ludmila, et elle dénonçait le fait qu'il ne fallait pas obéir à Alexandre de Moraes, que c'était illégal ce qu'il demandait. Et donc, il y a différents prisonniers politiques. Il y a un député, Daniel Silveira, qui a été emprisonné parce qu'il dénonçait le fait que Alexandre de Moraes avait des liens avec le premier commandant capital, qui sont les narcotrafiquants. Il a été mis en prison alors qu'il est député, qu'il a normalement l'immunité parlementaire pour parler. Il a été mis en prison. Donc, il faut exposer cela et exposer tous les crimes d'Alexandre de Moraes, qui fait de l'inversion en disant que c'est Elon Musk qui attaque la démocratie. On remarque que cette rhétorique de menace de la démocratie est reprise dans le monde entier par justement ces personnes qui censurent, ces tyrans, ces dictateurs, qu'ils soient du judiciaire, qu'ils soient des ONG, qu'ils soient directement des services. Il faut les exposer et montrer que eux font de l'inversion accusatoire et que, comme le montre le même d'Elon Musk avec Alexandre de Moraes quand ils sont dans une asile psychiatrique, il lui dit cette chose appelée désinformation, est-ce qu'elle est en ce moment dans la salle avec nous? Ce sont des mots vides. Il lui dit prouvez-moi prouvez-moi qu'on a montré la désinformation, et lui prouve justement les liens dans l'autre sens des fact-checkers qui sont financés, comme je vous l'ai expliqué, l'USAID qui reçoit 50 milliards par an pour donner de l'argent à des ONG étrangères. On a toute cette organisation qui a été faite. Moi, je pourrais détailler on a MEEDAN, on a Comprova, on a le programme Draft News, First Draft News, on a le Conseil d'Atlantique, on a énormément, des centaines d'ONG qui font pression et qui organisent des colloques avec des journalistes qui font un suivi des pro-Bolsonaro. Et donc, avec l'intelligence artificielle aussi, on a tous les pro-Bolsonaro qui sont référencés avec des mots-clés, des hashtags. Et donc ça vient directement des services qui vont ensuite pouvoir passer la main au judiciaire corrompu pour que le judiciaire corrompu emprisonne, censure et bloque de façon illégale les citoyens du monde entier. Donc il faut se révolter, lutter, comme le dit Donald Trump, fight, fight, fight. On est maintenant dans le moment de lutte et on va gagner. Mais il y a quand même, j'ai quand même une question dans ces conditions-là, avec le soutien dont bénéficie le juge Alexandre de Moraes. Comment pensez-vous que le peuple brésilien va réussir à le destituer? Voilà. Depuis des années déjà, il est dénoncé et des médias globalistes. On a par exemple Estadão, qui sont des médias gauchistes, qui sont financés aussi, qui reçoivent des subventions élevées qui ont été multipliées par 4 sous Lula, qui commence déjà à dire que trop c'est trop, que ce soit Estadão, que ce soit Folha de São Paulo. Ils commencent à dire eux-mêmes, qui sont pourtant des défenseurs du parti de Lula, des défenseurs de la censure, commencent à dire que trop c'est trop. Et on commence à voir certaines personnes justement de leur camp qui commencent à s'ériger face à la tyrannie d'Alexandre de Moraes et vouloir s'en libérer aussi comme une sorte de fusible. Et Twitter est vraiment quelque chose de clé, parce que Twitter déjà avait révélé aux États-Unis la pression du State Department américain sur les réseaux sociaux pour cacher le laptop d'Hunter Biden, et qui justement était un moment très grand d'ingérence dans les élections américaines. Maintenant, avec les Twitter Files Brasil, on a une ingérence très forte qui démontre les illégalités du judiciaire brésilien pour censurer, asphyxier financièrement, emprisonner les bolsonaristes. Donc tout ça est démontré, et tout ça commence à faire son chemin, et on est dans une guerre de communication pour obliger de toute façon les médias globalistes à aborder le sujet. Ils sont face au mur, ils sont obligés d'aborder le sujet des prisonniers politiques. Comme je vous l'expliquais, Daniel Silveira, un député brésilien qui a dénoncé les liens des narcos avec Alexandre de Moraes, qui dirige le tribunal supérieur électoral, est en prison encore à ce jour. Et ça, c'était lorsque Bolsonaro déjà était président. Bolsonaro avait gracié ce député Daniel Silveira, mais
Alexandre de Moraes est revenu à nouveau à la charge et a dit je m'en fous de la grâce de Bolsonaro, je le remets en prison. On a vraiment un tyran qui ne respecte aucune loi, mais les médias globalistes justement sont obligés d'aborder le sujet de ces prisonniers politiques, de la censure, des ingérences. Sinon, ils sont totalement dans l'hypocrisie et donc ils ne veulent plus. Ils sont vraiment face au mur aujourd'hui. C'est vraiment une opération de hameçonnage en termes médiatiques très importante. Et ils ont donc été obligés de mentionner que les fonctionnaires de Twitter au Brésil, par exemple, ont été menacés d'être jetés en prison. Et ça, Elon Musk l'a relaté, l'a expliqué. Ils ont été retirés du pays, ils ont été cachés en Argentine parce que Alexandre Dumoulez allait les mettre en prison pour ne pas avoir obéi aux ordres illégaux. Ils n'ont pas obéi aux ordres illégaux d'Alexandre Dumoulez, alors que YouTube, Facebook, Instagram, Google ont obéi à Alexandre Dumoulez aux ordres illégaux qui ne respectent pas la constitution brésilienne. Et donc, on est dans un moment clé où les patriotes doivent reprendre le contrôle et restructurer les organisations. Et le Congrès américain doit couper les financements aux ONG et pour supprimer cette ingérence et cette corruption au niveau international. C'est exposé actuellement. Selon vous, est-ce que cette fermeture de X au Brésil a un lien, avéré ou non, avec les prochaines élections présidentielles aux États-Unis? Tout à fait. Moi, je l'avais abordé la dernière fois sur géopolitique profonde. J'avais abordé 4 points en expliquant justement que je vais rentrer juste 2 secondes. Excusez-moi, comme ça, je vais pouvoir retirer les 4 points que j'avais abordés en expliquant justement que c'était très important justement cette année parce qu'on est à un moment vraiment charnière et donc je l'ai expliqué ici. On est face à 4 points. Alors ça charge ici rapidement, mais je vais le retrouver. C'est vraiment un moment clé justement et l'expliquer que on a, et ça c'est une violation des procédés judiciaires que la loi américaine ne permet pas pour des entreprises américaines. Lorsqu'une entreprise américaine obéit à des ordres illégaux à l'étranger, il va y avoir non pas du civil mais du criminel aux États-Unis. Donc on a une violation des procédés judiciaires que la loi américaine ne permet pas pour des entreprises américaines et ne laisse pas passer. On a un deuxième point, les répercussions légales sur Meta, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube et autres plateformes. On a déjà Zuckerberg qui a été obligé de façon un peu lâche, malgré lui, il a été obligé de faire une fausse explication, voilà, des fausses excuses. Le troisième point, une ingérence, comme démontré par Mike Pence, au niveau financier des services du State Department américain. Le Congrès américain lui-même, dans un rapport de plus de 500 pages, a fait une requête d'obtenir les emails échangés entre le State Department américain des États-Unis et la Cour suprême brésilienne en faisant état de toutes les demandes illégales qu'Elon Musk a données. On a aussi un nouveau profil qui s'appelle Alexandre Files, les dossiers d'Alexandre, qui est un nouveau profil qui a été créé sur Twitter qui retrace toutes les demandes illégales qu'Alexandre a fait. Donc ça, c'est un point en plus qui va être ajouté au dossier de 500 pages du Congrès américain. Et donc l'objectif, en conclusion, le quatrième point, c'est que les États-Unis vont légiférer avant les élections, en tout cas vont faire pression, vont montrer au public que la censure et la confidentialité de nos données personnelles sur Internet sont clés. Donc c'est une possibilité de contre-pouvoir et de négociation très forte qui est clé et qui est très importante. Donc les Twitter Files Brésil, c'est un pas de plus et ça va être développé encore plus. On va avoir des nouveautés qui vont sortir chaque jour, justement sur ce nouveau profil de Alexandre Files. Donc on va vraiment aller plus loin. Et Elon Musk devait être reçu par le Congrès américain pour s'expliquer. Finalement, ça n'a pas été fait. On a des discussions qui ont été faites en interne. Le Congrès aussi brésilien a demandé à Elon Musk de venir. On a des députés aussi américains qui sont venus au Brésil pour observer tout ça. Donc, il faut savoir aussi au Brésil que
celui qui dirige, qui est Pacheco, c'est celui qui dirige le Congrès brésilien, lui, il est tenu aussi par des scandales de corruption par Alexandre de Moraes, et donc lui, il ne veut jamais demander l'impeachment d'Alexandre de Moraes. C'est pour ça que le peuple va faire encore plus de pression le jour de l'indépendance du Brésil au mois de septembre pour faire une pression, parce que justement ce Pacheco est tenu par des procès qu'il a, et beaucoup de députés du Congrès brésilien sont tenus par des procès que le tribunal supérieur fédéral, dont la majorité ont été nommés par le parti de Lula. C'est ça l'intéressant aussi d'observer. Donc voilà, mais on a quand même beaucoup d'éléments qui sont en notre faveur. Elon Musk aussi, qui a un poids vraiment très puissant et qui ne se courbe pas, qui a, lorsqu'il avait fait la conférence, je crois que c'était l'année dernière, en disant qu'il ne sera pas une victime du chantage des marketeurs qui voulaient retirer justement leur financement et leur publicité sur Twitter lorsqu'il l'a racheté, il a dit, vous voulez me faire du chantage, vous voulez que je censure certaines personnes pour que vous reveniez à faire de la publicité, je ne le ferai pas. Elle a utilisé des mots en disant face à quelqu'un qui l'interviewait, fuck you, allez vous faire foutre. Hein, et le journaliste ne comprenait pas. Il a dit, mais comment ça? Mais c'est très clair, vous voulez me faire du chantage en disant que si je ne censure pas certaines personnes, je ne recevrai pas des publicités. Eh bien, allez vous faire foutre. Il l'a répété plusieurs fois. Donc, c'était un tournant vraiment très fort, en donnant de la force aussi aux citoyens. On est dans une opération de communication où les guerriers digitaux du monde entier qui ont repris la parole depuis le Covid, et qui sont des citoyens indépendants qui font entendre leur voix sur Internet, ont gagné en force et vont accentuer le mouvement. Donc on est dans une époque aussi de grands réveils, hein, où de plus en plus, et de toute façon c'est inéluctable, donc ils sont face au mur, ils sont désespérés, et ils ne sont jamais aussi fort et arrogant et dangereux que blessés et titubants et mourants. Donc ils sont gravement blessés. Effectivement, on voit bien qu'il y a un vrai combat là qui s'installe pour la liberté d'expression, une censure qui fait rage. Elon Musk qui a aussi subi les pressions de la part de l'Union européenne, hein, avant de subir les foudres du juge Moraes. Un mot également sur le patron de Telegram, le fondateur de Telegram, Pavel Durov. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Donc, alors, Mike il arrive à Paris. Que tout le monde suive Mike Banks. Mike Banks est un ancien du State Department américain, donc c'est un ancien qui fait partie des services et qui a fondé ensuite une fondation pour la liberté d'Internet, et qui depuis des dizaines d'années met en question les politiques de censure internationale. Et donc c'est quelqu'un de clé, quelqu'un de très important pour comprendre ce qu'il se passe en termes de pression et d'ingérence au niveau international. Et il explique que justement le State Department américain est derrière l'arrestation du fondateur de Telegram, avec l'ambassade qui est derrière aussi. Américaine. Et elle a expliqué, il fait un parallèle aussi avec l'ambassade américaine au Brésil, qui dit qu'elle surveille, alors que c'est elle qui est à l'origine, avec des financements, comme on a expliqué, depuis le début. C'est elle qui est à l'origine justement de cette censure, c'est elle qui est financée. Et donc lui dénonce cela et montre au public, mais les gens se réveillent, les gens commencent à le voir, et donc la rhétorique des médias est en train de tomber de plus en plus, et c'est pour ça qu'on va gagner. Il apporte... Alors Mike Banks, il va encore plus loin, parce qu'il parle de l'État profond, et il dit que le plan de l'État profond, là c'est vraiment ces mots, le plan de l'État profond est de contrôler en fait notre parole, nos discours. Tout à fait. Alors il pointe aussi du doigt le Congrès américain. Il demande au Congrès américain de se réveiller, hein. Il dit au Congrès américain, vous pointez faiblement le Brésil, alors que vous avez une vraie juridiction sur les agences gouvernementales américaines. Vous avez un vrai pouvoir financier. Vous pouvez supprimer leur financement. Et ces agences gouvernementales qui interagissent avec le Brésil, c'est facile de pointer le doigt sur certaines agences
brésilienne en disant que vous pouvez régler ça, mais vous ne faites rien. Donc vous simplement vous pointez du doigt ces agences. Vous pourriez aussi bien pointer du doigt la planète Mars. C'est ridicule ce que vous faites, c'est totalement hypocrite. À vous de couper les financements. Donc il met la pression, il nomme directement certains députés, il les marque sur Twitter. Il dit qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas couper les financements? Donc le peuple aussi est derrière. Ils répondent, ils disent comment on peut aider, Mike, comment on peut faire la pression sur certains députés. Donc il y a une pression qui doit être faite dans le monde entier sur nos députés et les citoyens doivent reprendre le contrôle et faire la pression sur les députés pour couper ces financements aux ONG, couper tout cet historique de censure qui a été fait, qui a été révélé par les différents organismes que j'ai expliqué un petit peu, il y en a plein d'autres, il y en a des centaines, qui sont alignés pour réunir des journalistes, leur faire des colloques. Il y a des vidéos de Mike Pence qui expliquent que lui-même, le State Department américain lui-même organise des colloques avec des centaines de journalistes. Il a montré différentes vidéos en leur expliquant, alors voici 4 possibilités de dissimuler, de reformer, de pointer du doigt. Donc il explique toute une stratégie, une conférence du State Department américain qui explique à des centaines de journalistes qui sont payés par le State Department américain comment faire pour censurer, comment faire pour poursuivre certains opposants politiques. Donc il explique bien comment tout cela est organisé, comment tout cela est financé. Et donc ça éclaire au grand jour. Et justement Twitter Files Brésil montre bien, et comme j'expliquais, Reuters eux-mêmes ont été obligés de l'expliquer, le Financial Times eux-mêmes ont été obligés de l'expliquer, que les illégalités du judiciaire brésilien, que ce soit le tribunal supérieur électoral, le tribunal suprême fédéral, ils sont aux ordres du State Department américain et ils leur obéissent. Donc le jour de l'indépendance brésilienne, le 7 septembre, le peuple va manifester en masse. Lorsque Bolsonaro était président, on avait des images du peuple qui était derrière Bolsonaro. Bolsonaro est vraiment très populaire, hein, il est vraiment très aimé par le peuple. Et pour les élections, le tribunal supérieur électoral a interdit à Bolsonaro de montrer ces images du peuple qui était derrière lui. Bolsonaro n'a pas eu ces publicités pour les radios qui ont été diffusées dans le Nord-Est. Tout ça aussi a été dénoncé. Son parti lui-même qui dénonçait les irrégularités électorales a été menacé de 22 millions d'amendes par Alexandre, toujours le même. Donc le parti de Bolsonaro a dû payer 22 millions de réals parce qu'il a questionné les irrégularités électorales. Donc tout ça revient et c'est ça le véritable enjeu. Ils veulent censurer Twitter alors que c'est le moment où émerge l'ingérence, où est dénoncé, où est démontré justement la fraude électorale, et c'est ce qu'ils veulent cacher, c'est ce qu'ils craignent le plus en fait, la démonstration de cette ingérence et de cette fraude électorale. Mais ça sortira. Et donc c'est clé bien évidemment pour les États-Unis qui ont une élection au mois de novembre, tout à fait. Bon, en tout cas, on suivra très attentivement le 7 septembre pour voir comment la population brésilienne, justement, va se sortir de cette censure, j'ai envie de dire. Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, hein, et qui va être développé, mais le grand réveil, de toute façon, est enclenché. Et donc, on va voir si ça se durcit, on va voir jusqu'à quel point Alexandre arrive à se durcir. De toute façon, Elon Musk a dit aussi que Starlink, donc avec leur satellite au Brésil, ne va pas censurer Twitter, ne va pas censurer X. Donc, et puis les Brésiliens aussi, de toute façon, ça a été montré par les chiffres, sont au contraire de plus en plus à revenir sur Twitter de façon très simple avec des VPN gratuits. Donc cela ne marche pas, leur censure ne marche pas, et on est dans une phase maintenant d'accélération, vraiment d'accélération, où les gens vont résister, lutter, fight. Unissons-nous. Merci beaucoup Antoine, en tout cas, d'avoir été notre invité. Et bien, on vous souhaite bon courage et puis on verra ce qui se passera en tout cas. Merci à vous. On suivra ça attentivement. Merci à beaucoup. tous. Ciao.